nous sommes dans le grand entretien. L'invité du jour, c'est Madame Hadja Fatoumata Fofana. Bonjour Madame. Bonjour. Vous allez bien? Ça va. En forme. Dieu merci. Ça va. Dieu merci. Oui. Alors, vous êtes Madame Hadja Fatoumata Fofana. Vous êtes auteure guinéenne et ingénieure des télécommunications à la retraite, reconnue pour sa longue carrière à la Société des télécommunications de Guinée, la Sotelgui, où elle a exercé pendant environ 30 ans. Elle est notamment l'auteure du livre La fille de Wankifon, entre vie privée et professionnelle à la Sotelgui, publié en 2022 aux éditions L'Harmattan. Cet ouvrage autobiographique rédigé sous forme de mémoire retrace son parcours professionnel et personnel. Elle y partage ses expériences en tant que femme dans un environnement professionnel exigeant, tout en assumant ses responsabilités familiales. À travers ce récit, elle souhaite transmettre un message d'espoir et de persévérance, en particulier aux jeunes filles de Guinée et d'Afrique, en démontrant qu'avec de la volonté, il est bien possible de surmonter les obstacles et de réussir sa vie. C'est bien vous, hein, la fille de Wankifon. C'est cela. Parce que vous avez grandi à Wankifon. Merci. Non, je n'ai pas grandi à Wankifon. En fait, je suis né et grandi ici, mais je viens de Wankifon. Ok. Je suis originaire de Wankifon. Et mon père et ma maman, ils sont tous originaires de Wankifon. Ah, d'accord. Ouais. Ça, c'est bien. Ouais. C'est bien votre parcours de la Sotelgui à auteur maintenant. Ouais. Qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce que ça vous inspire? Tout à fait. C'est la paix du cœur. Oui. C'est la paix du cœur parce que c'est comme si on est allé en mission et qu'on a écrit un rapport en rentrant pour la formation à 3. Oui. Pour cette formation à 3, Oui. parce qu'il faut toujours un compte rendu. Et on est un peu, surtout avec tout ce qu'on a affronté, parce que la vie, c'est plusieurs choses. Alors, de mon enfance, de ma tendre enfance, à tout ce que j'ai vécu, Oui. jusqu'à cet âge, jusqu'à l'écriture de ce livre, Oui. Alhamdulillah, aujourd'hui, je me sens apaisé. D'accord. Je me sens apaisé. Oui. C'est comme si c'était une décharge pour vous c'est comme d'écrire. Si oui. En fait, l'écriture de ce livre a été comme une thérapie, une séance de thérapie pour vous, oui. Parce que il y a eu tellement de confrontations, tellement d'affronts que finalement, il fallait ça. Il fallait vider le sac. C'est ça. Il fallait vider en le tout sac. cas, 30 ans, c'est pas petit. Hein? Voilà. 30 ans, c'est une très longue carrière. Pas du tout. Pas du tout. Ouais. Donc, moi, je suis, comme déjà vous l'avez dit, vous m'avez présenté, je suis Hadja Fofana Fatoumata. Et je suis né le 14 mai 1954. Ah, ça vient de passer. Oui, 54. ça vient de passer. Oui. Donc, je suis mon Donc, père. vous êtes les enfants de l'indépendance, si je peux dire comme ça, 4 ans après, juste. 4 ans après, oui. En fait. Oui. Je suis né à la cité douane. Mon père, c'est un ancien combattant. D'accord. Ensuite, il est rentré, il a travaillé au chemin de fer et il a fini par travailler à être douanier à la douane. D'accord. Voilà. Donc, moi, je suis né à l'hôpital Balé. Ignazine, et CHU d'Ignazine en ce moment. Oui. Voilà. J'ai fait ma petite enfance, j'étais à la cité douane et avec mon père et avec toute ma famille. Un peu dans le privilège, parce que en ce moment, quand on est fonctionnaire, il y a un peu de différence. Il y avait cette cité-là et on a été là. Une anecdote, une fois, puisque en ce moment, c'est de l'éducation, il fallait laver les bols et moi, je suis sorti pour jeter cette eau, alors que la nuit, il y a eu une pluie des cordes. Oui, une très forte pluie. Une très forte. Donc ça, il y avait le courant. Ça s'est passé sur un poteau. C'était un fil électrique. J'ai sauté dessus et je suis tombé. Mon père qui était là, il n'était pas encore parti à la maison. Il a couru, au travail, il a couru, il est venu.
pour me prendre. Et lui et moi, on est tous tombés là-bas. Moi, j'étais évanouie. Ils sont venus, ils m'ont pris, ils m'ont amené à l'hôpital. Mais dès que je me suis réveillée, j'ai parlé de mon école. Ok. J'ai parlé de mon école. J'ai dit, je veux aller à l'école. À ce moment, effectivement, j'avais une évaluation. Et le médecin a dit, oui, elle peut. Donc, je suis partie. Alors, tout ça, c'est pour dire que l'éducation, c'est le maître. C'est le maître des valeurs. Lorsqu'on a une fille, on cherche à la valoriser. C'est ça. Et moi, grâce à Dieu, mon père, en ce moment, c'était le patriarcat. Les femmes n'osaient pas parler. Mais l'homme, il était là. C'était lui qui donnait la sanction et c'est lui qui donnait les caresses. Donc, les autres, maintenant, les mamans viennent après. Il y a des travaux. Chacun, c'était partagé. Donc là, on n'a pas beaucoup... À la cité des douanes, puisque mon père est un fonctionnaire, le devoir encore l'a appelé, il a été muté. Mais avant qu'il ne soit muté, j'ai été mise à l'école coranique et à l'école française. D'accord. Donc, il a été muté. Et je ne sais pas si je peux continuer comme ça. Bien sûr, oui. On est parti. C'est le train qu'on a emprunté à partir de Conakry, des Singar, après Kindia, Mamou, Dabola, on s'est arrêté là. Et Dabola, parce que moi, en fait, avec l'immigration, les parents, je suis Fofana. Donc, on avait appris, mon père nous le disait, on est venu de Dabola, Banco. Donc là, on s'est arrêté et il nous a amenés là. Parce que pour partir, il a dit, non, il faut que je prenne mes enfants, il faut que je prenne 3 enfants, 3 de mes enfants. Parce que je veux que mes premiers enfants soient avec moi. Je ne veux pas qu'ils aillent ailleurs. Mon père, il a eu plus de 20 enfants, mais il n'a jamais envoyé un enfant en éducation ailleurs. D'accord. C'est lui toujours qui s'est occupé de ses enfants. D'accord. On est venu là, on est parti à ce village. Il dit, c'est ça, c'est le village de nos aïeux. Ils sont partis d'ici pour Forekaria, ensuite pour Wankifon. Donc là, on a été présentés, on nous a envoyés dans une maison, Solidarité africaine. Oui, où on a relaté aussi l'histoire, comment vous êtes venus. Donc vraiment, c'était très agréable. Et ça m'est resté, Donc le voyage, j'étais très fatiguée, mais lorsque j'ai participé à tout ça, c'était bien. Et c'est tout ce que vous avez relaté ici dans le livre, roman. Voilà, tout à fait. Super. Donc c'est ce que j'ai relaté. Et de là-bas, maintenant, on a pris un camion, on a pris un autre camion qui nous attendait là-bas pour Gekedou. Et Gekedou, on est rentré à Nongwa. D'accord. Nongwa, c'était le parcours, c'était la finalité. Et là aussi, il y avait une cité. Il y avait une cité de fonctionnaires. C'est là qu'on a été logés. Ah, d'accord. Voilà. Donc, on a été très bien reçus. Nous sommes restés là. Et le lendemain déjà, il fallait aller à l'école. Il fallait déjà trouver l'école pour nous mettre là-bas. En ce moment, c'était les commerçants et les fonctionnaires dont les enfants venaient à l'école. Donc, on est resté là. Là aussi, j'ai eu plein de choses agréables parce que d'abord, nous, le jour qu'on est arrivé, c'était un dimanche. Donc, c'était le jour de marché. Le jour de marché, j'ai rencontré plein de fruits. J'ai vu la richesse de la Guinée et qui m'a vraiment plu. Donc, je parle de tout ça dans le livre. Dans le livre. Et quand on est allé à l'école, on a pu, sans gros problème, on a pu nous rentrer à l'école. On a pu nous installer. On est resté là. Et là aussi, il y a une anecdote parce que pour dire que toujours, où je veux en venir là, là, les enfants, avec la bruyance, il y a eu un problème avec une fille, fille de commerçant. D'accord. Fantasano, je n'ai pas oublié. Donc, on est venus aux mains. Alors, ils sont venus nous récupérer et on nous a demandé. Mais malheureusement, je ne pouvais pas parler français. Ah, d'accord. J'étais en 2e année. Je ne pouvais pas parler français. Elle s'est expliquée et
on a fait venir mon père. Donc, c'est à partir de ce jour, mon père a dit, maintenant, tu ne parleras français et soussou qu'avec ta maman. Ta maman, oui. Le français, tu le parles avec moi. Pourtant, il n'a pas été à l'école, mais avec ces frottements-là, ces approches d'anciens combattants et tout. Et tout, oui. C'est là qu'il a appris. Voilà, c'est là qu'il a appris. Donc, c'est pour dire comme une fois, il était attentionné et il voulait vraiment que l'éducation, il a donné la priorité à l'éducation. C'est ça. Donc, il a dit maintenant, c'est ça. Alors, on est resté là-bas aussi un temps après, on est revenu. Puisque c'est les fonctionnaires, on est revenu. Et là, maintenant, on n'est plus reparti à la cité douane parce qu'il avait déjà un chez-soi. D'accord. Et là, tout le monde, toute la famille a logé là-bas. Et j'ai été à l'école de la Bellevue. D'accord. Avec M. Penessa. Donc, c'est là que tout a commencé maintenant. C'est là que j'ai obtenu le CEPE. Ensuite, au 1er mars, le brevet et le bac. Vous avez fait le 1er mars. Oui, j'ai fait le 1er mars. D'accord. Voilà. Donc, en fait, c'est ça la petite enfance. On est resté là. J'étais très active. J'étais une sportive. J'ai fait le basketball pendant longtemps. Un sport qui me plaisait. J'ai eu des favoris, j'ai eu des coachs. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À 18 ans ou 19 ans, à cause du sport là, on venait de créer la commune de Matoto. La commune de Matoto, c'était le 9e arrondissement. Donc, et eux, ils cherchaient des personnes ressources pour pouvoir meubler le bureau. Parce qu'il y avait un bureau, des trucs du GRDA. Donc, ce bureau du GRDA là, il fallait meubler. Et moi, on m'a ciblé comme secrétaire au sport. D'accord. Donc, je suis venu là. Ils m'ont élu en majorité. Je suis resté là. Donc, comme pour dire que quand tu veux faire quelque chose, tu le réussis. C'est ça. Parce que quand tu fais le sérieux et quand il y a la volonté, ça te mène à quelque chose de grand. Tout à fait. C'est ça. Donc, j'avais eu peur, mais quand même, c'est quelque chose que j'ai pu mener à bien. D'accord. Voilà. Et pour ça, j'ai eu plein de connaissances. Donc, mais là, et mon prétendant, mon mari, le père de mes enfants maintenant, est venu de là. Ah. Voilà. Ouais. Mais entre-temps, puisqu'il y avait les études, donc de là-bas, là aussi, mon père a dit, bon, moi, mes premiers enfants, d'abord, je me suis mariée tard, et mes premiers enfants, ils sont morts. Moi, j'étais son 4e enfant. D'accord. Et ma soeur, qui vivait, mais qui était maladive, n'a pas pu continuer. Donc, elle a dit, ah, oui, tu as réussi tout ça là, mais vraiment, je ne sais pas. Et moi, je sais que je ne vais pas vivre longtemps. Parce qu'il est décédé à 71 ans, paix à son âme. Il dit, je ne vais pas vivre longtemps. Donc, vraiment, c'est ce seul regret que j'ai. Je ne pourrais pas voir mes enfants évoluer. Donc, pour ça, je vous assure, j'ai laissé l'université et je suis parti revoir M. Penessa, qui avait aussi enseigné M. Galema Guilavogui à l'époque, qui était au ministère de l'enseignement technique. Oui. Donc, moi, il m'a dit, mais pourquoi tu veux faire ça? Va faire l'université. Je dis, non, c'est long. C'est long, je veux faire. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux faire à l'école professionnelle? J'ai dit, soit les télécommunications, soit l'ENAM. Il dit, mais soit, vas-y. Je dis, non, je sais pourquoi je le fais. Donc, heureusement, j'ai été reçu. Parce qu'en ce moment, les télécommunications, c'est les Allemands qui sont venus à Kipela, qui étaient là. Donc, il fallait évaluer. Il faut les sciences mathématiques. Si tu n'es pas bien dans les sciences exactes, ce n'est pas possible. Donc, on est venu, effectivement, on m'a évalué. Et ils ont dit que j'étais apte. Alors, j'ai continué là-bas avec aide ingénieur. C'était comme ça. La section aide ingénieur, j'ai étudié là-bas pendant 3 ans et je suis sorti. Mais entre-temps, j'étais en 3e année, donc mon prétendant est venu. Il a voulu de moi, mais c'est parce que c'est les influences. Ma maman, lui, il avait fait quelque chose pour la sœur, la jeune sœur à ma maman, donc il a retenu ça. Donc, mon mari, il était plus âgé de 20 ans. J'ai dit, mais c'est pas possible. Il a 3 femmes. Il n'a pas été à l'école française.
J'ai dit, mais c'est pas possible. Ma maman dit, non, moi, c'est celui-là, je le retiens. Je veux que tu te maries à celui-là. J'ai dit, d'accord, ok. Mais, avec mon père, on était en complicité. Mon père n'était pas pour. Malheureusement, l'influence de la famille aussi en ce moment. Oui. Parce que quand toi, tu es ton enfant, mais ce n'est pas toi qui as droit de décision. C'est ça. Il y a les grands frères. Oui. Donc, la famille était à Wankifon. Ils ont dit, il faut nécessairement ça. Donc, moi, j'étais maintenant dans ce dilemme-là. Oui. Mon père a dit, de toutes les façons, je ne peux pas, il faut y aller. Ils ont convoqué, vas-y. Malheureusement, je n'ai pas respecté. Alors, il était vraiment triste. Il m'a appelé parce que ça a eu des réactions. Les gens sont partis sans moi. Il a eu des réactions. Ces réactions-là, il m'a dit, il ne fallait pas. Il dit, il fallait partir. Sinon, c'est moi qui va endosser. Alors, il est parti. Et moi, je lui ai dit, d'accord, je vais voir mon oncle. J'avais un oncle paternel du nom de Almami, Fofana, qui était jusqu'à Sandarwalia. Je suis parti là-bas. Dès qu'il m'a vu, il dit, voilà. Il dit, moi, j'étais sûr que tu allais venir. Tu es venu, voilà. Maintenant, tu vas voir l'homme, le garçon de Mbouya, tu vas le voir, tu lui dis que maintenant, tu es prête. On peut aller à Wankifon, on va faire un autre programme. Moi, j'étais avec ma jeune soeur, j'ai pleuré les larmes de mon corps, mais on est parti ce soir-là jusque chez lui. Ouais. Ma soeur est partie lui transmettre ça. Lui, il est sorti. Il avait un Chevrolet. Et ils ont voulu me prendre. J'ai dit, moi, je ne vais pas. Ils sont partis. Donc, c'est ainsi que ça s'est arrangé. Mais ça aussi, mon basket aussi, mon sport aussi, je l'ai arrêté. Pourquoi? Parce qu'il me suivait maintenant partout. En compétition, on est parti là-bas. Il me dit, si tu ne m'épouses pas, tu n'auras pas tu ne pourras pas avancer dans ce sport. Effectivement, je ne sais pas. L'Afrique a ses valeurs. Ce jour-là, je n'ai pas pu jouer. Et mon équipe même n'a pas pu jouer. Parce que c'est comme si on m'avait versé de l'eau chaude. Et tout s'est dégradé. Je ne pouvais même plus marcher. Donc après ça, j'ai eu peur. J'ai pris peur. Et de fil à aiguille, c'est comme ça que tout s'est soldé. Donc j'ai fini, j'ai dit à mon père, j'ai dit néanmoins, il dit, je veux terminer avant de me marier. Ouais. Donc ça, grâce à Dieu, on a pu faire ça. Et ce mariage-là s'est passé, Dieu sait. Je suis arrivé à la maison alors. Mais il se trouvait qu'il y avait des trucs de cachotterie qu'il n'avait pas dit à tout le monde. Bref, on est resté là. Et maintenant, je suis rentré dans mes maternités. Donc, j'ai eu le résultat de mes fins d'études. Je suis sorti. Et on est allé, en ce moment, c'était la FAPA, on est parti en campagne. Donc, la campagne, c'était le stage pour nous, parce que nous, en tant que techniciens, c'est justement aux télécommunications qu'on nous a amenés. Oui. Donc, moi, j'ai été là, c'est là que j'ai fait mon stage. Et après le stage, on est rentré en contractuel. D'accord. Et 3 mois après, on nous a payé. Je suis venu donner cet argent à mon papa. J'ai dit, voilà, c'est ça ce que j'ai gagné. J'ai dit, j'ai fini. Il dit, non. Mais il dit, c'est court. J'ai dit, oui, parce que je ne suis pas parti à l'université. Mais pourquoi tu n'es pas parti? En ce moment, c'était Polytechnique. J'ai dit, je ne suis pas parti. Il dit, pourquoi? J'ai dit, parce que tu m'as dit ça. Tu m'as dit que tu étais triste parce que tu ne sais pas si un de tes enfants finira ses études en ta présence. C'est pourquoi je suis parti. Donc, il était là, tout ému. Il m'a rapproché, il m'a embrassé. Il dit, OK. Il dit, tout ce que tu veux devenir, tu le deviendras. Il a fait des bénédictions pour moi. Donc, ce mariage aussi fut fait. Tout est raconté là. On est rentré. Et avant qu'on commence les maternités, moi, je me suis dit, voilà. J'ai regardé. Les 3 femmes n'étaient pas allées à l'école. Mon mari n'était pas allé à l'école. J'ai dit, mais et là, je vais faire mes enfants. Et donc, j'ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire, entreprendre alors? J'ai regardé et je me suis dit, puisque j'avais
un séjour et une chambre. J'ai dit, voilà, je vais faire un tableau ici. J'ai fait venir un maçon qui a fait ce tableau et j'ai acheté l'ardoisine, j'ai mis dessus. Ouais. Donc, je me suis érigée en maîtresse d'école. Parce que les enfants qui étaient là, je les ai observés. C'est vrai qu'ils allaient à l'école, ils mangeaient, ils avaient tout, mais il y avait un manque. Donc, un manque de suivi, d'accompagnement. Voilà, un manque de suivi et d'accompagnement. Donc, c'est ce que moi, je me suis engagée à faire ça. Et ces enfants, le premier, Mohamed Doumbouya, aujourd'hui, il est à CBG. C'est un laborantin. Il est vraiment bien. Donc, je suis partie avec ces enfants-là. Mais sans... puisque c'était une famille polygamique. Donc, on n'était pas contents. Mais le soir, j'ai réussi, dès que je rentre du service, parce que chez moi, là-bas, c'est des brigades. On travaillait des brigades le matin, le soir. Dès que je rentre, je réunis les enfants et je leur dis, venez étudier. Donc ça, c'était le truc. Les gens n'étaient pas contents. Des fois, mon mari venait, il retirait un enfant que j'ai corrigé, qui est en train de travailler. Il retire cet enfant-là, il dit, voilà, moi, j'étais tailleur, donc il n'y a pas de problème, je vais vous acheter des machines. Bon, mais ces enfants revenaient toujours. Donc, à mon travail aussi, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'en ce moment, le métier que j'ai fait, en ce moment-là, c'était à peu près homme. Oui. À peu près homme. Oui. Donc, les gens, toutes les femmes qui s'approchaient, on faisait tout pour les écarter. Oui. Alors, là aussi, c'était un grand défi pour moi. Et on l'a dit, j'ai entendu. J'avais même une amie qui aussi a étudié en Union soviétique, Fanta Oudet, Madame Diakité. Qui m'a dit, il dit, mais toi, où tu as étudié? Parce que quand elle a vu mon envie d'apprendre, mon truc, mon engagement, il dit, mais toi, tu as étudié où? Tu vois que ces gens-là, c'est que tout le monde. Moi, en tout cas, je vais quitter. J'ai dit, moi, je ne vais pas quitter. J'ai dit, je vais persévérer. Parce que je suis venue pour quelque chose, il faut que je l'atteigne. J'ai dit, depuis la tendre enfance, c'est ce que je voulais faire. Je suis un peu hors de gabarit et les gens se sont moqués de moi au début. Donc maintenant, je me suis mise quelque chose dedans. Je ne veux pas de compagnie de filles. Je veux les hommes. On va aller. Donc ce défi-là aussi, je l'avais. Vous voyez, alors, ces deux défis, et là-bas, et à la maison, j'avais ça. Donc il fallait vraiment chercher à sortir du commun. Alors c'est ainsi que Dieu aidant, parce que j'ai aussi une foi inéluctable. J'ai foi en Dieu. Ça aussi, je l'ai hérité de mon papa. Et ça, c'est très important. Il y a l'éducation islamique, il y a la tradition, mais très rigoureux, et il est comme ça, il a toujours voulu de ça. Donc, c'est ainsi que je suis rentré dans les maternités. J'ai fait un premier garçon, Omar Doumbouya. J'ai fait un deuxième, c'était une fille, Mariam. J'ai fait un troisième, c'était Mariam encore, Mariam Wankifon et Mariam Sangaria. Parce que mon mari est de Pita. Donc ensuite Nunkumba, la jeune sœur de président, de l'ex-président. Et Mohamed et Alassane. Donc j'ai pu avoir ces 6 enfants. Vraiment, ça aussi, je n'ai pas connu. Parce que les femmes, en sorte, quand ils tombent enceintes, elles tombent enceintes, il y a vraiment plein de problèmes. Mais Dieu m'a épargné de tout ça. Donc, je me suis sortie de ça. Mais il fallait alors, puisque ce défi était là, il fallait alors remplir le devoir. Nous, où nous travaillons là, c'était les télécommunications internationales. TIRC. Télécommunication internationale de la République de Guinée. Donc là, en ce moment, l'ancien régime, parce que nous étions en analogique, sur l'analogique. Donc là le président de la République, quand il veut parler, par exemple, il fallait bouger tous les canaux. Parce que c'est lui, en ce moment, qui doit converser. Il y avait ça. Parce que nous n'étions pas
très équipés et nous étions dépendants. Il faut, par exemple, pour avoir le Sénégal, il faut aller jusqu'à Paris. D'accord. Il faut envoyer la ligne à Paris. C'était des antennes. Ces antennes-là, de chez nous, là-bas, ça sortait pour Wankifong. C'était le centre de réception là-bas. Toutes les antennes étaient là-bas. Donc, mais il fallait procéder comme ça. Donc, ce n'était pas possible. Et nous avions aussi un enregistreur là-bas qui enregistrait toutes les communications. Et les soirs, des gens venaient chercher et on allait au PM3 déposer ça pour leur donner pour l'écoute. Donc, c'était un travail très méticuleux et ce n'est pas n'importe qui pouvait venir. C'est ça. Il fallait connaître ce que tu fais. Tu te lances dedans comme ça, tu risques d'avoir des problèmes. Et de 8h, c'est-à-dire c'était reparti, le travail était reparti de 8h à 14h, de 14h à 20h, de 20h à 8h. Donc, il y avait 3 brigades pour les 24 heures. Et ces 3 brigades-là, il faut nécessairement que tu assures. Donc, vous voyez une femme avec mon époux, il a dit, personne ne prépare pour moi. Je ne veux que ton riz, que ton repas. Si tu ne me donnes pas le repas, donc je ne mange pas. Et c'est des problèmes après. Vous voyez? C'est ça. C'est des menaces. Tout ça, c'est vous mettre la pression. La pression. De ne pas bien exercer ce que vous faites. Mais on a pu, parce que nous, les femmes, ce que nous, les femmes ne comprennent pas, ça c'est entre parenthèses, c'est qu'il faut être intelligent parce que Dieu nous a dotés. C'est ça. Il faut être très intelligente et être amoureuse. Et être amoureuse. Quand déjà tu te trouves dans une situation, tu te dis, voilà, moi c'est ce que je veux. Mais si mon partenaire ne veut pas de ça, il faut que je fasse des astuces, des contournements pour l'amener à moi. C'est ça. Donc il faut le faire comprendre d'abord que tu l'aimes, d'abord que tu le respectes et que ce que tu es en train de faire là, ça peut être favorable à vous. C'est ça. C'est-à-dire à lui et à toi. Si tu réussis à lui faire comprendre ça, il va venir vers toi. C'est ça. Donc moi, j'ai eu plein de problèmes, mais que j'ai transcendé grâce à ces comportements-là. C'est ça la vie. C'est ça la vie professionnelle et la vie... de foyer, familial. C'est vraiment compliqué. Oui. Donc, ça, c'est... Parce que là, c'est quand tu finis avec un problème, un autre problème se met devant toi. Donc, au boulot aussi, il fallait pouvoir négocier et faire des ententes avec les partenaires. Mais il se trouve que tous ces garçons-là, ils sont contre toi parce qu'ils ne veulent pas, comme ils te voient faire là, ils ne veulent pas que ça soit comme ça. C'est ça. Donc, comment faire alors? Quand toi, tu es de brigade de 8h à 14h, comment faire? Tu as ton enfant à la maison. Comment faire? Comment le confier? Le confier à qui? Il faut avoir confiance. Il faut se faire, parce qu'en ce moment, on te faisait accompagner par une fille. Mais il faut l'éduquer. Il faut qu'il soit, parce qu'un enfant, on ne le confie pas à n'importe qui. Non. Sinon, il y a de la famille, il y a une grande famille, il y a les parents de l'homme, il y a les coépouses. Donc, il faut aller avec tout ça. Et moi, avec mes coépouses, je vous dis, nous étions les meilleurs. J'ai vu les comportements, mais c'est comme ça que j'ai usé avec elles également. Parce qu'il faut donner d'abord la part de l'autre. Tu es venu les retrouver. Si elles sont fâchées, c'est toi qui es fautive. Donc, il faut leur montrer ce que tu peux, cet élan-là. Il faut les aimer. Il faut les aimer. Avec franchise. Parce que tout ce que tu côtoies et qui sent que tu as de l'estime pour elle, elle vient vers toi. C'est ça. Donc moi, c'est comme ça que j'ai gagné toutes mes coépouses. Je vous assure que je n'ai pas eu de problème. J'ai même une grande sœur, c'est-à-dire la première, elle disait, à chaque fois qu'on se rassemble, elle dit, vous toutes là, dites merci à Fatoumata, parce que moi, si quelqu'un me pince, je le pince. Si quelqu'un me mord, je le mords. Il dit, mais elle est venue
avec une toute autre mentalité, oui. On ne comprend rien. Et quand elle venait, on pensait que, puisqu'elle est lettrée, elle allait se comporter autrement. Mais ce qu'elle est en train de nous montrer là, c'est pas possible. C'est ça. Donc, je vous assure, c'était comme ça. Donc, tous les enfants de mes co-épouses là m'appellent maman. Ils peuvent appeler leur maman Na, Nga, mais moi, on m'appelle maman. Et même, il y a même les filles qui disent maman chérie. Et ça continue aujourd'hui. Ouais. Donc, ces maternités-là sont passées. Les enfants, on les a mis à l'école. Mon premier garçon, il est de 76. On les a mis à l'école. Ils ont étudié et je vous assure que peut-être parmi 20 enfants, peut-être c'est 3 seulement qui n'ont pas réussi au baccalauréat. D'accord. Donc, tout le monde était content. Et des gens, parce que non seulement cette maîtresse d'école-là, elle était pour Babaya, mais elle était aussi pour tout le quartier. Ouais. Même il n'y a pas 2 jours, il y a quelqu'un qui est passé, qui travaille aussi, Damani Sidibé, qui est passé et qui m'a donné de l'argent. Ce n'était pas moi, c'était des camarades, des copains à mon fils. Ouais. Donc, c'est comme ça, et on m'appelle de partout pour ça. Ces enfants-là ont eu cette éducation-là. Ils sont tous presque allés à l'université. Le premier, il est sociologue, mon enfant, il est docteur en sociologie. D'accord. Le deuxième n'est pas resté, malheureusement, Mariam, paix à son âme. Mariam Sangaria, elle est restée, elle est médecin. Et sa sœur, elle fait la gestion des ressources humaines. D'accord. Et Mohamed a fait communication. Et Alassane a fait sciences politiques. Et tous les autres enfants-là, comme je vous ai dit au début là, en tout cas sont attelés à quelque chose. Ouais. Et aujourd'hui, mon mari est décédé, ses femmes sont décédées, il n'y a qu'une seule femme qui maintenant qui reste, à part moi. Mais tous ces enfants-là me prêtent une attention particulière. Ouais. Donc, on est resté à Sotelgui. On a vraiment vécu, on s'est mis à la disposition de la nation, la République de Guinée. Sotelgui, on a donné ce qu'on a pu. Oui. Tout ce qu'on pouvait, on a donné. Parce qu'en fait, cette République de Guinée-là, moi, j'aime la Guinée. Elle m'a tout fait, elle m'a tout donné. Donc, je ne sais pas, il faut l'aimer. C'est ça, il ne faut que l'aimer. Il faut être patriote, il faut l'aimer. Ouais. Et il faut aider. Donc, c'est cette écriture-là. C'est tout ce qu'on relate justement, dans... Voilà, c'est tout ce qu'on relate dans ça. Ouais. Et à la Sotelgui, ils ont mis la clé sous la porte sans crier gare. D'accord. Donc, je plains. J'avais trop de tristesse. Ouais. J'étais bombée. Une fois, on est venu là-bas, on voulait prendre du matériel qu'on a laissé, c'est-à-dire nos sacs. Vous voyez, les femmes, quand tu travailles quelque part, tu laisses tes objets et tout. Oui. Mais ils nous ont fermés, ils nous ont traités comme des voleurs. Le règlement, on n'en parle pas. Tout a été fait à notre insu, pour nous, mais à notre insu. Et si on vous dit combien chacun a reçu là-bas comme règlement, vous ne pouvez pas croire. Avec tout ce qu'on a fait, on est resté. En fait, on est reparti comme si rien n'était. Ouais, comme si Sotelgui, même comme si les travailleurs de la Sotelgui n'avaient pas existé. Voilà, comme si on n'avait pas existé. Ouais. Donc, et ça continue jusqu'à aujourd'hui parce que même pour la pension, moi, par exemple, je vous dis, en 2012, on a fermé. Mais je n'ai pu prendre toucher à ma première pension alimentaire. qu'en 2019. En 2019. 2012-2019. Oui, parce qu'ils ont dit, je n'avais pas l'âge de la retraite.
et je ne percevais pas de salaire. Et ça, c'est moi, mais beaucoup sont dans cette situation-là. Beaucoup étaient dans cette situation-là. Ouais. Et je me suis venu aussi, on ne m'a pas rappelé. Je n'ai eu aucun rappel pour la pension. Ouais. Ils m'ont payé le truc, juste le truc de ce jour-là, de ce mois-là. Donc, en fait, c'est ce qui a été regrettable. Parce que pour le cadre guinéen, il faut penser, aujourd'hui, c'est toi qui es là. Mais demain, tu seras aussi victime. C'est ça. Alors, c'est pourquoi il faut réfléchir. C'est pourquoi ceux qui sont en ce moment-là, ils doivent penser vraiment gros, penser tout ça là, mettre tout ça là dans un cadre général et se dire, en tout cas, ils sont en train de bien penser. On ne peut pas beaucoup apprécier, mais ils sont en train de bien penser. Ceux qui font là, ils sont en train de bien penser. Parce que même quand ils ont parlé d'exonération là, de maladie, oui. La Caisse nationale n'a pas été dedans. Et nous, en ce moment, on est encore en train de faire des démarches pour qu'on puisse aussi se mettre dedans. Parce que quand on est malade, on ne peut pas aller se traiter. Donc, il y a ce problème. Bon, en tout cas, je suis vraiment navré. C'est pourquoi ce livre, quand je l'ai écrit, je voulais dire les larmes de la Sotelgui. Mais c'est quand maintenant j'ai lu, il est autobiographique. Autobiographique, justement. Donc, voilà, donc je ne pouvais pas... Et disant que vous avez fait presque 30 ans. 30 ans, c'est toute ma vie. Franchement, voilà. Toute votre vie. Hein. C'est toute la vie. La moitié de ma vie, je l'ai fait là-bas à la Sotelgui. Avec des collègues, avec des amis. Même maintenant, là, on est sur une plateforme. On ne peut pas se quitter. On ne peut pas se quitter. C'est déjà devenu une famille. Voilà. C'est ça. Partageons nos mots et nos joies. Donc... tout ça là, vous pouvez trouver dans ça. Et ensuite, j'ai aussi aujourd'hui le plaisir de vous dire mes petits-enfants. Mes petits-enfants, c'est le baume au cœur. Oui, c'est ça. Si on a la chance, louange à Dieu. La louange à Dieu. Quand on a la chance de vivre jusqu'à cet âge et de voir ses petits-enfants, c'est vraiment réconfortant. C'est réconfortant. Oui, c'est ça. Donc, le premier, il va passer le bac cette année. On va prier ensemble. Une heure de prière pour qu'il va payer le bac. Il y en a qui sont au brevet. Bon. Et justement, donc que Dieu donne la chance à toutes les personnes qui sont aujourd'hui en train de passer, en train de passer les examens. Oui, c'est ça. Oui. Alors, chers tous, franchement, nous sommes sur ce plateau avec une dame qui nous partage sa vie, mais surtout les leçons de vie. Et alors, je vais poursuivre avec une autre question. Tout à l'heure, est-ce que quand les gens ont lu votre roman, quel a été leur retour? Oui. Quel a été le retour sur le roman? D'abord, c'est des amis qui ont témoigné. Il y a eu des témoignages. Oui. Il y a eu des témoignages et dans le livre et avec moi. Oui. Qui ont vraiment témoigné. J'ai un grand ami, Tong Benou de Cotonou, et Daniel Déré de France Télécom. D'accord. Philippe Daroui, paix à son âme. Donc, eux tous, ils sont de France Télécom. C'est des gens avec lesquels on a travaillé. Et qui ont gardé ce sentiment. Si vous voyez le livre, c'est dedans. Ils ont témoigné de ça. J'ai aussi ma belle-fille qui est aussi dans ce retour de truc qui a vraiment apprécié et qui a dit de très bonnes choses. Donc, parce que Daniel Déré, là, il est de France Télécom et c'est eux qui ont aidé à améliorer lorsqu'on a voulu privatiser la Sotelgui. D'accord. Donc, ils sont venus, mais on leur demandait tout le temps, vous allez partir, qui est là? Ils disent Fifi. Mais Fifi, c'est qui? Parce que moi, en fait, je ne sortais pas de mon bureau. Quand je viens le matin, je déjeune, je ne sors de mon bureau que pour aller prier. Derrière la Sotelgui, il y a une mosquée là-bas, Al-Mamia. C'est là-bas que je faisais toutes mes prières. Donc, si tu veux me voir, peut-être me voir en ce moment-là, sinon je suis là-bas. Il y a un truc technique.
une salle technique, je suis toujours là-bas. Ouais. Parce que lorsque Lansana Conté est venu, il y a eu ils ont voulu le départ volontaire. Nous, on a voulu nous faire partir, mais ils ont dit non, eux, on ne peut pas les trouver des fourmis. Donc, on ne peut pas. On est parti jusqu'au palais pour être évalués, mais ils n'ont pas voulu. D'accord. Ils n'ont pas voulu, on est revenu. Donc, lorsqu'on est revenu, et on est revenu là, pour la privatisation maintenant, et le témoignage des collègues français, maintenant, on montrait que vraiment, que moi, il fallait s'occuper. Moi et mon équipe, il fallait qu'on soit là. Il fallait qu'on soit là, il fallait s'occuper de nous. Donc, ce témoignage, ce retour, je l'ai eu. Je l'ai eu et je suis même en train de réécrire pour un peu améliorer ce qui est déjà là. Voilà. D'accord. Ça, c'est bien en tout cas. Et dans tout ce que vous avez dit dans le roman, quelle a été la partie la plus difficile à écrire pour vous? La partie la plus difficile. La plus difficile. Je ne sais pas si c'est un peu intime. C'est parce que, je vous dis, j'ai eu des chocs. Lorsque la Sotelgui a mis la clé sous la porte, il y a eu ce règlement. Moi, j'étais en train de construire à Lansana. J'ai dit, voilà, je vais aller avec ce qu'on m'a donné là à Lansana. J'ai pris la permission à mon mari. Mais il s'est trouvé que lui, il avait déjà un autre programme. Il devait se marier. Il devait se marier. Et dès que je lui ai dit ça, il est sauté sur le truc, l'opportunité. Il dit, ah oui, il faut partir. Ah, d'accord. Alors, je suis restée un moment, puisqu'il pleuvait en ce moment. C'était la saison pluvieuse. Il est venu un jour, il dit, ah, tu m'as dit que tu voulais partir. Pourquoi tu n'es pas parti? Il dit, ah, je suis chez moi ici. Je veux aller travailler. Mais, comme il pleut là, je ne peux pas sortir sous la pluie pour partir. Donc, on a rigolé, on a laissé ça. Moi, le jour même que je suis parti maintenant, j'ai une amie dans le quartier qui m'appelle. Il dit, il y a de la fête chez vous. Vous faites de la fête? Je dis, non, moi, je ne suis même pas là. Il dit, il y a une grande fête chez vous. Je dis, ah bon? Il dit, oui. Donc, c'est ainsi. Il dit, mais quand j'ai entendu, je dis, mais est-ce que tu sais c'est quoi la fête? J'ai dit, parce que moi, je ne suis pas au courant. Il dit, quand j'ai entendu, j'ai envoyé ma petite qui m'a dit que c'est un mariage, que c'est ton mari qui se marie. Il dit, ah bon? Il dit, oui. Ah, c'est bien. Ouais. Donc, j'ai cherché à couper court parce qu'on était loin, il ne fallait pas. Donc, le lendemain, j'ai demandé, je suis partie. Je vais, il y a une délégation qui vient me voir chez moi parce que chacun a chez soi. Oui, oui, c'est ça. Et qui me dit ça. Il dit, ah, ton mari dit qu'il s'est marié et qu'il veut que vraiment cette femme reste dans la demeure, qu'elle soit stable, qu'elle ne bouge pas. Je dis, ah, mais est-ce que moi j'ai quelque chose dedans? J'ai dit, laissez tomber. J'ai dit, moi je n'ai rien dit et je ne dirai rien, laissez tomber. Parce que j'étais prête à rentrer me doucher, mais je ne suis même plus lavée. Maintenant, j'ai appelé mon beau qui était un des témoins de ce mariage-là. Je lui ai dit, je suis vraiment dans le dilemme. J'ai dit, mon mari, il vient de faire quelque chose. Il ne m'a pas auparavant parlé de ça. Pourquoi c'est comme ça? Il dit, ah. Et on vous met devant le fait accompli. On me met devant le fait accompli. Et puis, on vient se moquer de moi avec une délégation. J'ai dit, donc, je voudrais que tu lui demandes, puisque déjà, je suis à l'enseignant là-bas, est-ce que je peux revenir vivre ici ou bien je peux rester là-bas? Lui-même, il était étonné. Il est parti le voir et il lui a dit que je pouvais rester. Donc, lui, il est venu me voir chez moi à l'enseignant là-bas. Il m'a raconté ça. Là, j'étais vraiment choquée. Tu vois, le choc par là et le choc par là. Le choc par là, oui. Alors, tu vois, donc... cette pression, on ne savait pas quoi gérer. Non, oui. Ça a truqué. Ça aussi, c'est là. Ça aussi, c'est là. Ça, c'est
je l'ai même appelé, je dis, résidence forcée à l'Ansana, quelque chose comme ça. Ah, d'accord, un paragraphe. Ça aussi dans le livre. Oui, voilà. oui, d'accord. Ça aussi, c'est dans le livre. Un chapitre. Donc, ça, écrire ça a été très difficile. Ça a été très difficile. Et la sautelgie, il y a ce petit truc-là, et puis la sautelgie aussi. De la façon dont on a été mis à la porte. Des fois, je pleurais quand j'écrivais. Je pleurais. C'était quand même regrettable qu'on voie après, par la suite, que franchement, tout ce dont pourquoi on s'est battu reviennent maintenant à l'eau et on n'est plus considéré comme avant. C'est vraiment regrettable. Oui. C'était vraiment triste. Pourquoi je demande à tous les sautelguikas, la main sur le cœur, ce livre-là leur est dédié. Ce livre est le dernier. Moi, ça m'a guéri. Et je voudrais que chacun d'eux lise. Ils étaient beaucoup, ils étaient pleins à la dédicace. Parce que là, dans ce roman, il y a et vous, il y a toutes les personnes qui étaient de la sautelgie aussi. Tout à fait. Et depuis ça, on ne peut même pas compter combien sont décédés. Bon, en fait, on a été réconfortés cette année parce qu'on a eu plein de gens qui sont partis à la Mecque. Et moi, mon pèlerinage à la Mecque aussi, l'islam et moi, mon pèlerinage à la Mecque aussi, c'est de la sautelgie. C'est de la sautelgie. Mais en ce moment, ça avait commencé à basculer. Parce que la sautelgie, en fait, ce que je ne vous ai pas dit, la sautelgie, sa déchéance, c'est nous les cadres même. Nous les cadres. Ceux qui étaient à la gestion et nous les cadres, parce qu'on peut parler comme ça. Donc, lorsque ça a été comme ça, ils ont dit, bon, on n'envoie plus personne à la Mecque, mais les Malaisiens qui étaient nos partenaires ont dit, non, voilà, on va envoyer les gens, mais les travailleurs, les bons travailleurs. Et moi, j'ai eu la chance d'être parmi ces bons travailleurs. Il n'y avait que deux, il y avait un planton et moi-même. Donc, on est parti en 2019-2020. D'accord. Voilà. Ça, c'est bien. Alors, aujourd'hui... je dis 99-2000. Ah, 99-2000, voilà, d'accord. Au lieu de 2000... Parce que j'ai 25 ans maintenant depuis que je suis parti à la Mecque. Oui. D'accord. OK. Donc, votre roman, ça s'adresse aux jeunes filles, ça s'adresse aux hommes, ça s'adresse à toutes les personnes aujourd'hui que vous suivez quand même. Hein? Votre parcours, qu'est-ce que vous vous dites aujourd'hui quand vous êtes assise là aujourd'hui? Qu'est-ce que vous vous dites? Il y a 20 ans, il y a 30 ans, j'ai passé cet échelon. Qu'est-ce que ça vous fait? Comme je vous dis, c'est la paix du cœur. Surtout, le fait de l'écrire et de le mettre à la disposition de ma progéniture, d'abord, ma famille et tous ceux qui sont là, c'est-à-dire les jeunes filles, femmes, toute la créature, les hommes, tous les humains. C'est pour dire qu'il ne faut jamais se décourager. Il faut toujours se dire, j'avance, il faut s'améliorer. Il faut toujours rêver, s'améliorer et le faire. Surtout aux jeunes filles. Surtout aux jeunes filles. Ne jamais dire j'ai grandi, je ne peux plus étudier. Il faut étudier. Il faut, aux parents, il faut mettre les enfants à l'école. Il faut leur donner des instructions de l'éducation. Il faut les amener, il faut les motiver à se surpasser, à savoir, à chercher le savoir. Parce que sans ça, moi, je ne serais pas là. Je vous ai dit qu'à un moment donné, je ne savais même pas parler français. Donc, mais quand vous allez lire ce livre-là, vous allez voir que c'est plein d'enseignements. Il faut que les filles acceptent. Si elles ont grandi, parce qu'elles ont grandi, il y a des métiers, il y a des corps de métiers, il y a le petit commerce, mais jamais rester comme ça inerte. Il ne faut pas croiser les bras parce que les gens disent non, les filles, c'est pas la peine. Ou bien les filles, et ça s'arrête là. Non, c'est pas vrai. Il ne faut pas se dire la femme est l'égale de l'homme seulement parce que tu veux le dire. Non. La femme n'est pas l'égale de l'homme. Moi, je le dis. Parce qu'il faut démontrer cet amour, ton amour. L'être humain est l'être humain. Et quand tu peux aujourd'hui
épouser ou être pris par un homme, cette entente-là, tout commence par l'amour. Donc, je demande aux filles d'avoir l'estime de soi. C'est ça. C'est-à-dire qu'il faut avoir confiance en soi. Ne jamais baisser les bras, se dire toujours je vais avancer. Tu peux tomber, on tombe, mais relève-toi. Relève-toi et continue. Étudie. Moi, aujourd'hui, j'ai 71 ans, mais Kadi FM, merci beaucoup. Vous m'avez appelé pour que je vienne partager mon expérience. Oui. Ça, c'est parce que j'ai été à l'école, j'ai accepté d'apprendre. Et malgré les confrontations, j'ai affronté plein de choses, Dieu aidant, qui ont réussi. Mais si toi-même, tu ne veux pas être sérieux, tu n'aboutiras pas. Du tout. Comme on l'a dit au début, il faut vraiment de la persévérance, de l'amour de ce que tu veux faire. Voilà. Oui. Donc, comme dernière question dans cette première phase, donc aujourd'hui, est-ce que vous pensez que c'est plus facile pour une femme ou une jeune fille d'embrasser une carrière technique qu'avant? Oui, maintenant, vraiment. Et puis, il y a de la motivation. Parce que l'encadrement, là, c'est très important. Parce que quel que soit aussi ta force ou ta volonté de bien faire, il faut que tu trouves des gens. Ton enfant, il faut lui dire, il faut l'inviter, il faut lui demander son avis. Tu peux avoir une idée, mais demande-lui son avis. Moi, mon enfant, je lui ai dit, bon, moi, j'ai fait mathématiques, tu es bien en mathématiques, il faut faire les mathématiques. Il dit, non, maman, je vais faire sociologie. Aujourd'hui, c'est lui qui est le directeur général de l'enseignement supérieur. Il dit non. Il dit, maman, je vais faire sociologie. C'est ce que je connais. Donc, mes collègues qui étaient là, ils m'ont dit, mais laisse-le. Il ne faut pas l'obliger. Il ne faut pas l'obliger. Donc, l'enfant, il faut que tu le motives. Quand il fait du bien, tu dis bravo. Quand il fait ce qu'il fait n'est pas bon, ne le renvoie pas, ne le rejette pas. C'est ça. Dis-lui, ah, moi, je pense, tu peux tourner, tu peux faire autre chose. Fais comme ça. Et regarde, réfléchis et fais autrement. Il faut juste le guider, le mettre sur le droit chemin. Et avec ça, il va se retrouver. Tout à fait. Donc, les filles, maintenant, elles ont tellement de chance. Elles ont tellement de chance. L'autorité a donné même, à motiver. À motiver. Et je vois vraiment, je dis félicitations aux filles parce que je vois plein qui sont dedans aujourd'hui. Et moi-même, quand j'étais là, je tirais les gens. J'ai une Mamdatou Gallo qui est venue me trouver là-bas et que j'ai mis dedans, qui s'est complètement assimilé. D'accord. Voilà. Donc, ils ont plus de chance maintenant et il faut vraiment qu'elles foncent. Parce que maintenant, c'est-à-dire, le numérique, c'est 1 ou 0. Donc, il n'y a pas de juste milieu. Non. Ou c'est 0 ou c'est 1. Donc, c'est ça là, tu essaies de développer ça et tu te dis non, je ne veux pas être à l'extrême. D'accord. Et par là, je veux être par là. En tout cas, tu choisis ton camp. Ils ont la capacité maintenant. Et ils ont aussi la puissance derrière qui les motive. C'est ça. Donc, c'est très important. Ça, c'est bien. Alors, chers tous, nous sommes avec Madame Fatoumata Fofana, qui est auteure, qui a aujourd'hui accepté de partager son expérience avec nous. Je pense qu'on a une petite école ici, sur ce plateau. Merci. En tout cas, merci à vous d'accepter de nous honorer de votre présence. Merci. On va continuer avec le confessionnal tout à l'heure après le générique. Nous voilà donc dans le confessionnal pour des questions un peu plus particulières à notre hôte du jour, Madame Fatoumata Fofana. Je me tourne encore vers vous pour vous poser quelques questions un peu plus propres à vous. Alors, aujourd'hui, avant, c'était quoi votre rêve d'enfant? Oui, mon rêve d'enfant, j'ai été... Mon rêve d'enfant, oui, c'était vraiment... Oui, ce que vous vouliez faire avant, mais... Oui, je crois que je n'ai pas changé. Hein. D'accord, c'est toujours... Tout ce que j'ai voulu être vraiment au niveau des hommes. Parce que d'abord, mon rêve d'enfant, je voulais devenir aviateur. Ah, d'accord. Oui, je voulais devenir aviateur. Donc ça, c'était mon enfant, parce que c'est à l'époque de Binta. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais exactement. pourquoi elle, pourquoi pas moi? Je vais le faire.
Donc, c'est ça d'ailleurs qui m'a motivé de partir en sciences techniques. C'est ça. Oui. Ah, ça c'est bien. Ouais. Alors, 3 qualités et 2 défauts. Très nerveuse. Comme défaut, on commence directement par les défauts. Très nerveuse, très oui. Nerveuse. Un deuxième défaut. Au début, très nerveuse. Et je suis aussi... je ne sais pas, je ne sais pas comment on dit ça, mais je suis une musulmane. Peut-être que c'est un défaut, peut-être que c'est un truc, mais je suis en train d'entraîner tous mes petits-enfants dedans. Alors, ils me disent, mamie, vraiment, tu nous embêtes. Tu nous embêtes avec ça, oui. Alors, est-ce que c'est un défaut? Est-ce que c'est une qualité? Non, ce n'est pas en soi un défaut, parce que d'une manière ou d'une autre, vous voulez les mettre sur le bon chemin. Donc, voilà, parce que quand je me mets sur quelque chose, je veux que ça soit comme ça. Même mes enfants, maintenant, là, le plus âgé, il doit avoir 48 ans ou 49 ans. Mais je suis toujours après eux. Donc, ils disent des fois, maman, laisse-nous évoluer comme ça. Je veux bien, mais je continue la discussion parce que j'ai toujours, ça c'est la qualité, je veux toujours discuter avec les enfants. Avec mes ça, enfants. C'est très important. Même les enfants du quartier, dès que je sors, comment ça s'appelle? Adia Fifi, bonjour. Adia Fifi, bonjour. Les gens viennent vers moi parce que j'aime communiquer. J'aime beaucoup communiquer. Donc, ça, et ce que je n'aime pas aussi, même quand ce n'est pas mon enfant, quand je vois un enfant qui est dehors, tout le temps, et ses parents ne viennent pas le chercher, là aussi je me fâche. Et je suis capable de le prendre par la main. Et l'envoyer à la maison. À la maison. Donc, vous l'aurez compris, c'est une très grande éducatrice aussi, hein, voilà. Il faut le dire. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est quoi la plus grande leçon de votre vie? Qu'est-ce que la vie vous a appris? Ce que la vie m'a appris, étant jeune, j'étais très forte, bagarreur et tout. La vie m'a appris cette patience. Ce calme. Maintenant, je me calme doucement, Et je sais que cette patience-là, ça aboutit à quelque chose. J'avais l'ambition de lire le Coran. C'est-à-dire, moi-même, je prends le livre, je le lis. Parce que malheureusement, nos parents, le défaut qu'ils font, on est né musulman, mais on n'envoie pas l'enfant, à part quelques ethnies, on n'envoie pas l'enfant pour qu'il étudie vraiment. Pourtant, c'est ça l'objectif. Il faut que l'enfant puisse lire et écrire l'arabe et même parler l'arabe. Parce que c'est notre religion. Donc, avec le temps qui est passé là, je suis vraiment comblée. Louange à mon Dieu. J'ai pu, aujourd'hui, je prends mon livre coranique et je le lis. Ça, c'est bien. Parce que à 65 ans, quand j'étais au chevet de mon mari qui est tombé malade et qui est resté pendant 4 ans malade, c'est moi qui le soignais. J'ai vu un écrit avec Sifod. On dit apprendre l'arabe en 3 mois. Parce que quand je suis partie à la Mecque, j'ai beaucoup pleuré. Je ne pouvais pas, tout ce que je pouvais lire, c'était les enseignements de El Hadj Kabine Diani, peut-être que vous ne connaissez pas, mais qui était là, et j'apprenais la phonétique. C'est-à-dire, lui, il transcrivait. Donc, c'est comme ça que j'apprenais. Donc, à 65 ans, j'ai pu aller à cette école-là, parce que j'ai demandé à mon mari, j'ai dit, est-ce que je peux aller? C'est 1 fois par semaine. Il dit, tu peux aller. Gloire à Dieu, que Dieu ait son âme, qui lui donne le Firdaus en échange de ça. Donc, je suis allée, j'ai commencé. Et aujourd'hui, je suis capable, je prends mon Coran, je marche avec. Je prends mon Coran, je le lis. Et la nuit, je peux me lever à 4 heures du matin pour le lire. Je vais prier. Je vais dans ma mosquée, parce que j'ai fait une petite mosquée aussi à Lansana. Donc, je vais là-bas aussi. Je continue la lecture. Après la prière de Fajr, je continue la lecture. Des fois, c'est à 7 heures que je sors de là-bas. Donc, la vie m'a appris la patience. La patience, la persévérance, la patience.
Ça, c'est bien. Alors, comme avant-dernière question dans ce confessionnal, avec une somme de 500 millions aujourd'hui, que feriez-vous? Avec une somme de 500 millions? Oui, qu'est-ce que vous allez faire? Je crois que je vais l'investir dans l'éducation. Dans l'éducation. Ça, c'est très important. Oui. Dans l'éducation des enfants. Ça, c'est bien. Ouais. Une dernière question, donc. Regardez la caméra et dites-nous, est-ce que vous avez été sincère avec nous dans ce confessionnal? Oui. Totalement sincère. Oui, complètement. Complètement sincère. Complètement sincère. Ouais, ça marche. Donc, chers téléspectateurs, auditeurs, auditrices, nous allons aller avec la phase finale pour la phase de conseil. Hein? On va juste boucler le grand entretien tout à l'heure après le générique. Nous sommes donc dans la phase finale. Une dernière question pour notre invitée du jour, Madame Hadja Fatoumata Fofana. Alors, quel est votre mot de la fin pour nous ce matin? D'abord, je vous remercie. Je remercie vraiment Kadi FM. Oui. Et je vous exhorte au pardon. Au pardon. À l'amour et au pardon. Oui. On a parlé de la patience, on a parlé de tout, mais moi, je dis que la fin, c'est le pardon. Il faut savoir pardonner. Il faut savoir pardonner, que ce soit la famille, que ce soit les collègues de service, que ce soit n'importe quelle association. Il faut toujours pardonner. Il faut avoir le dos large et pardonner. Pardonner et cultiver l'amour d'autrui. L'entente, l'entraide. Voilà, partager l'entraide, la sociabilité. C'est moi ce que je vous conseille. Le pardon. Lorsque tu pardonnes, lorsque tu t'apaises. Parce que quand tu pardonnes à l'autre, c'est toi-même qui gagne. Exactement. C'est toi-même qui gagne. Donc, aimer l'autre et nous donner... L'union fait la force. L'union fait la force, tout simplement. On se donne la main. Ça marche. On se donne la main. Alors, c'était donc la fin de ce grand entretien. Nous allons directement aller avec l'info de chez toi pour traiter les informations très fraîches de notre quotidien aujourd'hui.